Bonsoir, vous m'entendez bien, je crois. Oui, parfait. Bonsoir, alors je vais vous parler du patrimoine bâti qui est mon domaine. Je me présente en deux mots, je suis historien de l'art de formation et archéologue. J'étais formé à l'UNIL, j'ai fait mon mémoire ici, ma thèse ici, donc je suis un pur produit UNIL. Je suis professeur associé puis assistant depuis 2009. Et puis, j'ai un poste unique au monde, puisque je travaille sur l'histoire de l'architecture et du patrimoine suisse. Il n'y a aucun autre poste en Suisse sur ce thème-là, et évidemment, nulle part ailleurs non plus. Je suis l'unique enseignant académique au monde à faire mon travail. Donc, c'est une lourde responsabilité, mais je le fais avec plaisir, et je suis par chance entouré d'étudiants et de collègues très, très stimulants. Donc, tout se passe bien, ça vous rassure. Je suis donc en faculté des lettres, section d'histoire de l'art, et puis en histoire de l'art, il y a 4 filières. L'histoire de l'art médiévale, moderne, contemporaine, et puis moi et mes collègues en histoire de l'architecture et du patrimoine. On travaille sur le patrimoine bâti dans différents aspects, sur son histoire évidemment, sur les questions historiques, esthétiques, mais aussi sur la restauration des monuments historiques, la conservation du patrimoine. Et c'est peut-être ces deux aspects que je vais un petit peu mélanger ce soir. On va parler moins d'histoire de l'architecture que de réception de l'architecture, et puis de perception du patrimoine. Peut-être que ce mot est un peu vague pour vous, donc j'essaie de le définir un petit peu. Et puis on va voir un peu qu'est-ce que c'est que cet héritage, parce que c'est le thème de ces conférences. C'est un héritage qui peut être très plaisant pour moi, et vous imaginez bien que le patrimoine bâti me plaît, a priori, puisque je l'étudie. Et pour d'autres, il peut être un fardeau. Et donc je vais essayer de démonter peut-être certaines idées reçues sur le fardeau en question, et plutôt mettre en évidence les richesses de ce type de patrimoine. Alors ici, je vous montre 3 images de 3 édifices. Alors j'ai pris beaucoup d'exemples régionaux, peut-être qui vous parleront plus que d'exemples plus lointains. 3 bâtiments qui montrent à quel point le patrimoine bâti, ici des bâtiments anciens en l'occurrence, c'est vraiment un héritage de long terme. Vous avez tout à gauche l'abbaye de Saint-Maurice en fonction depuis 515. Donc ça fait 1500 ans. On voit les fouilles archéologiques des premières églises qui ont été remplacées par d'autres. Mais ça fait 1500 ans qu'au même endroit, il se passe les mêmes choses. Donc vous imaginez un peu le point symbolique du lieu. Lorsqu'on est à Saint-Maurice, on se dit, mais en fait, il y a des dizaines, des centaines de générations avant moi. Donc il y a quand même, au-delà des traces matérielles, il y a comme un esprit du lieu qui perdure. Le château Saint-Mère, au centre à Lausanne, construit vers 1400-1430, qui est d'abord le siège des évêques, puis des baillis bernois qui remplacent les évêques à la Réforme, puis du Conseil d'État vaudois qui remplace les baillis à la Révolution vaudoise. C'est le siège du gouvernement, du pouvoir gouvernemental depuis 1430 environ, au même endroit et quasiment dans la même salle. Là aussi, un château gothique qui sert de siège au gouvernement vaudois, ce n'est pas une évidence en soi, et pourtant c'est vraiment la trace d'une tradition historique qui perdure et que personne ne remet en question. Et puis, dernier exemple, un bâtiment privé, le château de Blonay, construit par la famille du même nom, vous le voyez à une date très ancienne, au XIIe siècle, et à part 50 ans, la famille a dû vendre le château, mais elle l'a racheté juste après. Cette famille est propriétaire de ce bâtiment depuis quasiment 900 ans. Alors, c'est rarissime, évidemment, mais imaginez, vous habitez la maison, le grand château de vos ancêtres, mais ça fait 900 ans que votre famille habite le même bâtiment. Donc là, héritage, ce n'est pas juste un objet qu'on reçoit, c'est un objet avec beaucoup de connotations derrière, avec un poids symbolique très très fort. On va voir que ça joue un rôle assez important dans la définition de cet héritage qu'est le patrimoine bâti. Alors, mon exposé se fera en 4 temps. Je vais d'abord rapidement analyser quelques termes pour qu'on soit au clair sur les termes qu'on utilise, et je vais aussi vous montrer que les termes évoluent dans le temps. Monument, patrimoine, ce ne sont pas des termes qui sont fixés. On s'intéressera aux valeurs véhiculées par ces éléments. On va ensuite s'intéresser aux monuments, au patrimoine bâti comme fardeau, et puis je finirai sur une note plus positive, le patrimoine bâti comme richesse. Alors, je commence par les questions de terminologie. Le mot de monument, si on s'intéresse à sa racine latine, c'est très clair. Le latin monumentum dérive du verbe monere qui est se remémorer. Donc, un monument est là pour nous rappeler quelque chose. Initialement, pensez aux arcs de triomphe romains, un monument rappelle un événement important, une bataille, une victoire. Donc souvent, le monument rappelle un moment historique, en fait. Et puis, petit à petit, dès les années 1830, on va revenir plus tard sur cette chronologie, après la Révolution française en particulier, où beaucoup de monuments, au sens actuel du terme, ont été rasés, ont disparu, le terme change de sens, et le monument historique, c'est un bâtiment qui non seulement remémore un événement, mais peut aussi remémorer une époque ou un moment stylistique. Et donc, une cathédrale, par exemple, remémore non seulement
le culte catholique au Moyen-Âge, mais aussi l'architecture gothique en elle-même. Donc le monument se part de différentes couches, on veut, de signification. Et donc dès ce moment-là, on dit que le monument historique est un immeuble bâti ou non. C'est une définition contemporaine hein, qui reprend les termes de l'époque. C'est un immeuble bâti ou non, ça peut être un parc, un jardin de grotte par exemple, ou un objet mobilier, meuble ou immeuble, donc on peut bouger et qui ne bouge pas, recevant un statut juridique particulier destiné à protéger pour son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique, scientifique, afin qu'il soit conservé, restauré, mis en valeur. Donc on voit aussi que le terme de monument historique, c'est un terme administratif, c'est une démarche administrative qui est là pour dire ce bâtiment est important, on va le garder pour le transmettre, pour en faire un héritage. On l'a hérité, on veut continuer à ce que d'autres puissent en hériter. Plus récemment est apparu le terme de patrimoine. Dans les années 60 en France, un terme qui dérive de pater, le père en latin, et de munio, munir. Donc, dans le sens romain du terme, antique du terme, c'est la fortune familiale, les biens de famille, les biens qu'on a hérités de ses ascendants. C'est intéressant parce que le patrimoine, c'est comme l'héritage, c'est ce qu'on reçoit. Très souvent actuellement, vous allez lire des articles de journaux qui vont vous dire « oui, c'est le patrimoine de demain ». En fait, c'est une fausse utilisation du terme. On ne peut pas savoir quel sera l'héritage. Hein. L'héritage, c'est ce qui va rester quand on ne sera plus là. Mais disons qu'on reçoit un héritage, on reçoit du patrimoine. Ce qui sera patrimoine après, on ne le sait pas encore. Et puis, la notion de patrimoine classé apparaît en France vers 1960 pour couvrir un champ de plus en plus large de monuments historiques. Dans monuments historiques, il y a les cathédrales, les châteaux, les grands bâtiments anciens, une usine, une piscine ou une gare. Quand on dit monument historique, on a le sentiment que ce n'est pas vraiment le même rayon en fait. Et donc, le terme de patrimoine couvre un champ beaucoup plus large. On va le voir, qui couvre des bâtiments aussi plus récents et qui paraissaient assez modernes aussi à l'époque où on l'a inventé, de manière à dire que ce n'est pas que les monuments historiques au sens ancien du terme, hein, les grands monuments nationaux patriotiques, mais aussi les bâtiments plus modestes. Et puis, il y a un terme plus récent, le matrimoine, qui est de nouveau utilisé, c'est un mot ancien qui existe au Moyen-Âge, qui a disparu au XVIIe siècle, remplacé par patrimoine uniquement, qui vient de mater, la mère, et de munum également. Il dérive du latin impérial, donc tardif, matrimonium, le mariage, mais aussi de son pluriel matrimonial, les femmes mariées. Et puis, dès 2015, apparaissent en France les journées du matrimoine, à Lausanne, dès cette année. Et je suis très heureux puisque c'est mon assistante et une ancienne étudiante qui ont créé ces journées à Lausanne, donc je suis vraiment fier d'avoir pu former des gens qui lancent de telles initiatives. Et donc maintenant, on s'intéresse au matrimoine, qui est un héritage propre à la production artistique et culturelle des femmes. Les femmes, dans mon discours, vont être très peu présentes. Hein, jusqu'aux années 60 du XXe siècle, il n'y a quasiment pas de femmes dans l'architecture active dans le domaine de ce qui deviendra peu à peu des monuments. En revanche, la culture matérielle des femmes envers les monuments, évidemment, elles habitent les monuments, elles les utilisent, et donc les femmes ont une trace très très sensible sur ces bâtiments que le matrimoine, l'approche matrimoniale du patrimoine essaie de mettre en évidence depuis, on le voit, assez peu de temps, et ça prend une ampleur intéressante, et surtout du point de vue académique, ça ouvre de nouveaux champs de recherche tout à fait prometteurs. Alors, je pense que pour vous, c'est assez clair que ça, c'est un monument historique. Une église ancienne, une grande architecture, une date très très éloignée dans le temps. En tant que touriste, on va voir la cathédrale d'une ville qu'on visite, c'est un peu une évidence. Une villa 1900, très belle au demeurant, est-ce que c'est un monument historique? Alors celle-ci, elle est protégée, donc oui, d'un point de vue administratif. Est-ce que dans votre esprit, est-ce que c'est un monument historique? Peut-être oui, peut-être non. Ça dépend de votre sensibilité. Déjà là, on voit que le terme de monument historique paraît un peu pompeux, un peu monumental, si je puis dire, assez impérieux. Cette villa est-elle un monument historique? Peut-être moins évident. Et je vous montre un troisième édifice, l'EPFL, parce que l'EPFL est un monument historique. Dans les faits, oui, elle peut l'être, puisqu'elle a reçu une note à l'inventaire des monuments du canton qui fait qu'elle pourrait être classée monument historique. Mais on voit qu'on est plutôt dans le domaine du patrimoine ici, le champ élargi, que dans le champ strict du monument historique. Donc c'est aussi ce terme-là, de patrimoine, qui couvre un champ de plus en plus large. Et on est venu à dire assez récemment qu'il y avait maintenant le risque de tout patrimoine, où chaque chose créée dans le domaine de l'architecture pourrait devenir à court terme en fait du patrimoine, et donc aussi une critique très forte de cette tendance à tout fixer, à tout figer. Vous savez bien que ce n'est pas le cas. Il y a cette idée que tout est figé, et je vais un petit peu démonter cette idée plus tard.
Alors, si on vient aux valeurs, c'est un terme complexe. Je vais pas, avec Nicolas Meyer ici présent, on en fait des cours entiers, voire un séminaire d'un semestre entier. C'est un thème qui pose beaucoup de problèmes déontologiques et méthodologiques. Mais j'aimerais simplement vous montrer un peu tout ce qu'un bâtiment peut véhiculer comme intérêt pour différents types d'acteurs et d'actrices. Alors, j'ai pris un bâtiment, une maison à Fribourg. Vous voyez assez vite que c'est une maison assez particulière. Elle a une façade du XIVe siècle, donc c'est pas très fréquent, mais c'est quand même une maison habitée à Fribourg en vieille ville, façade au nord, ce qui n'est pas très agréable. Hein. Donc là, c'était en fin de journée, d'où ce soleil, mais c'est une maison qui est un peu sombre, avec une façade avec des petites fenêtres. Donc moi, elle m'intéresse beaucoup comme histoire d'architecture. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est pas le bâtiment qu'ils rêvent d'habiter. Quelle valeur revêt ce bâtiment? Alors, si j'étais agent immobilier ou banquier, je vous dirais qu'elle a une valeur immobilière. C'est un bien qu'on peut vendre, qu'on peut acheter, qui a une valeur en soi, une valeur pécuniaire. D'autre part, elle a une valeur foncière. On pourrait raser le bâtiment pour valoriser le terrain. Donc, un autre immeuble à la place avec plus d'appartements, le foncier nous intéresse. Ce qui intéresse, c'est la parcelle. Hein. La parcelle a une grande valeur, c'est au centre-ville de Fribourg, c'est intéressant. Elle peut avoir une valeur hypothécaire. On peut dire, ah, l'immeuble de famille, oui, il est pratique, je peux l'hypothéquer, je peux acheter autre chose ailleurs. Hein. Il a une valeur aussi, on pourrait dire, au second degré. Il a évidemment une valeur historique, j'ai mis une césure, hein, on change de registre. Il a une valeur historique évidente vu sa date de construction. Une valeur artistique, vous le devinez, dans ces éléments qu'on appelle des remplages aveugles, donc ces éléments décoratifs au-dessus des fenêtres qui datent de la fin du XIVe siècle, qui sont peut-être dus à des artisans venant de l'actuelle République tchèque en l'occurrence, donc une œuvre assez majeure de l'époque. Valeur urbaine, cette maison, on le devine, s'inscrit dans une rangée de bâtiments anciens. Donc, ce n'est pas un bâtiment isolé, elle fait partie d'un tout, et ce tout a une valeur aussi en soi. Elle peut avoir une valeur technique. Alors ici, ça peut être la question de la sculpture. Ailleurs, ça pourrait être une structure intérieure en béton armé, une structure avec une dalle de verre, une structure avec une charpente compliquée. Je ne sais pas ce que c'est pas le cas ici en l'occurrence, mais elle peut avoir cette valeur-là aussi, intrinsèque. Elle peut avoir une valeur symbolique, on va y revenir, très forte. Et puis, beaucoup d'autres, mais que je laisse tomber pour l'instant. Alors, pour la valeur symbolique, je reprends un exemple très célèbre. L'abbaye de Cluny, en Bourgogne voisine, une abbaye qui était la plus grande église de la chrétienté de sa construction je vais dire une bêtise, 10e siècle, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, le Vatican, au XVIe siècle. Donc pendant 6 siècles, c'est la plus grande église au monde. Et puis la Révolution française, vous savez, la Révolution française annihile le christianisme au profit du culte de l'être divin qui ne prendra pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, les couvents sont fermés, deviennent des biens nationaux, repris par l'État français après la Révolution. Ces biens nationaux sont vendus à des particuliers. Et donc là, le particulier en question ne va pas dire « Oh, quelle belle église romane, la plus grande du monde, je vais la conserver et en faire un musée ». À l'époque, on n'y pense pas du tout. Il va vendre l'église pierre à pierre. Et en fait, toute la région de Cluny est construite avec des pierres venant de l'abbaye. Donc vous allez voir des fermes avec de beaux chapiteaux romans. Hein. On a vendu toutes les pierres. Hein. Et puis, un peu in extremis, une toute petite partie, en l'occurrence le transept sud et cette tour, vont être préservés. C'est la seule partie qui reste actuellement. Et c'est le seul vestige de la plus grande église de la chrétienté avant 16e siècle. Et là, on voit à quel point la valeur de l'édifice au moment où le bâtiment est racheté par un particulier vers 1800 est une valeur strictement immobilière. Ce qui l'intéresse, c'est des pierres à vendre. La valeur artistique, historique, symbolique ne n'intéresse pas, peut-être même que la valeur symbolique. En période révolutionnaire, cette église, on voulait peut-être quand même la détruire. Il l'a détruit pour des raisons financières, mais il y a peut-être quand même une sorte de hargne liée au statut ancien d'abbaye royale, etc. Un bâtiment qui portait des valeurs que la Révolution contestait. Et donc la démolition du bâtiment avait peut-être plusieurs sens, mais d'abord, ce monsieur s'est fait beaucoup d'argent en vendant des pierres. Ceci dit, il a vendu des pierres dans un geste qui peut être qualifié d'assez écologique, puisqu'on a remployé des pierres déjà taillées pour faire d'autres bâtiments. Donc à la place de laisser un bâtiment vide, sans fonction, qui serait ruiné peu à peu, il a fait le bonheur d'autres dans une posture qu'on ne peut pas complètement trouver absurde en soi. On employait beaucoup à l'époque. Un peu plus tard dans le temps, milieu du XIXe siècle, donc un petit peu après cette destruction, beaucoup d'auteurs comme celui-ci, Pugin, en Angleterre et ailleurs en Europe, vont dire « Ah, c'était mieux avant ». C'est le début de l'industrialisation, les grandes usines. Hein, vous voyez ici la comparaison entre une ville médiévale et la ville contemporaine à Pugin, milieu du XIXe siècle. On va dire on a perdu beaucoup de monuments anciens et en fait, c'est vraiment dommage. Ces monuments sont importants
par leur beauté, par leur histoire, parce qu'ils font de la ville, parce qu'ils font la ville. Et la ville actuelle, elle aide. On voit qu'une église est remplacée par une prison, on voit les bâtiments remplacés par les bâtiments anciens remplacés par des usines, par exemple. Hein. Donc, c'était mieux avant. Sentiment de nostalgie très fort. Et ce sentiment de nostalgie très fort, comme vous pouvez le deviner, va amener à s'intéresser aux monuments et à restaurer les monuments. Restaurer les monuments, ça va se faire dans deux sens. D'une part, les conserver le plus possible et aussi les remettre dans un état qu'on imagine être celui d'origine, plus beau qu'avant, si on veut, un état idéal. Et ici, vous avez un exemple très connu, la cathédrale de Cologne, qui est terminée, en fait, restaurée et terminée grâce à l'argent du roi de Prusse, dès 1842, c'est un long chantier. Et là, je vous montre ce qui a été fait. Vous avez ici, en jaune, tout ce qui a été construit à cette époque-là. Du bâtiment médiéval d'origine, il n'y a pas grand-chose, il n'a jamais été terminé. En fait, on a fini ce bâtiment. Alors, par chance, les plans d'origine existaient, ce qui est rarissime. Et tout à coup, en 1850, au moment où le monde est en train de changer, le chemin de fer apparaît, les grandes usines, le capitalisme, hein, c'est le monde d'aujourd'hui, si on veut, dans sa phase primaire. Au même moment, on termine un moment du Moyen-Âge parce qu'on a besoin de se rattacher au passé, visiblement, et de terminer une œuvre qui porte des valeurs qui sont encore parlantes ou qui sont à nouveau parlantes à cette époque-là. Alors peut-être ici, dans ce cas précis, qui est un cas intéressant, il y a une valeur politique aussi. Le roi de Prusse est protestant, la région de Cologne est catholique, le roi de Prusse venait d'acquérir ce domaine-là, le domaine royal qui va devenir bientôt impérial 30 ans après, et le fait de restaurer la cathédrale, de l'agrandir, de la terminer, c'est aussi un moyen pour le roi protestant de dire aux catholiques, vous voyez, je suis avec vous. Donc tout à coup, c'est ce chantier de transformation, restauration de l'Église prend une valeur idéologique. En fait, on voit que ce n'est pas que pour la beauté des formes que le roi de Prusse a terminé ce bâtiment. On saute dans le temps. Dans les années 60, 70, 80, et 30 glorieuses, dit-on, enfin disait-on plutôt, sont plutôt pas très glorieuses pour ce qui est du patrimoine, on a beaucoup rasé, et c'est intéressant de voir à quel point de nombreux textes de l'époque, des choses très variées, la Barbe à Papa et puis le film Le Chat en l'occurrence, différents éléments médiatiques vont s'intéresser à cette perte-là. Et vous voyez que ce qui est perdu ici, ce n'est pas des cathédrales ou des abbayes romanes, c'est en l'occurrence des bâtiments très modestes de la vie de tous les jours. Et ça c'est vraiment ce passage du monument historique au patrimoine. Tout à coup, années 60-70, on se dit, ah, mais en fait, il n'y a pas que les grandes églises qui comptent, ou les grands châteaux. La rue où j'habite, et c'est tout le thème du film Le Chat, c'est deux personnes, dont Simone Signoret, qui habite une maison et qui s'y accroche, qui ne veut pas partir de sa maison, qui n'a aucune valeur en soi. Hein. Mais il y a un attachement un peu intrinsèque au lieu où on vit. Et tout à coup, ce lieu, aussi modeste soit-il, prend une dimension symbolique très forte. Et c'est au même moment qu'on passe du monument historique au patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi ces lieux dont l'intérêt artistique historique est faible, mais qui ont d'autres valeurs liées à une vie, à une ville, à une vie personnelle. Et donc, ces éléments-là que, alors, chez les Barbe à Papa, en l'occurrence, les Barbe à Papa vont construire une nouvelle maison toute ronde, tordue, vous connaissez peut-être. Hein. Donc, ça, c'est un autre discours, mais néanmoins, c'est pelleteux. Moi, quand j'étais enfant, on m'a montré ça, et peut-être mon métier vient de ces images-là terrifiantes. On démolissait ces maisons et on perdait quelque chose. Et c'est intéressant dans un livre pour enfants, ça soit mis autant en évidence. Donc, il y a une vraie thématique de l'époque. Hein. Au moment où on a beaucoup rasé, comme 100 ans auparavant, on a beaucoup regretté. Alors, conséquence à nouveau positive, c'est que des années 70 et 80, on va se mettre à nouveau à restaurer et à étudier les monuments beaucoup plus qu'auparavant. Ça va vraiment par vague, hein, je synthétise ça tout à l'heure. Deux exemples de la région, le portail de la cathédrale de Lausanne, dont les études scientifiques, historiques, mais aussi scientifiques, ont montré que ce portail était peint. Donc on a trouvé des peintures, qu'on ne trouve pas très bien ici, mais le portail s'appelait dans les sources le portail peint, portal et des pictum. On a retrouvé ces fameuses couleurs qui datent du XIIIe siècle. Et puis à côté, la villa de Jeanneret, plus connue sous son pseudo de Le Corbusier, qu'il prend un petit peu après son départ de la Chaux-de-Fonds. Cette villa restaurée à cette époque-là, elle est en ruine. Et on a trouvé de l'argent, on a créé une fondation pour restaurer une maison importante du patrimoine mondial, elle est classée au patrimoine mondial actuellement, et donc deux monuments qui montrent à quel point on est passé d'une phase de destruction et de désintérêt à une phase d'intérêt énorme et d'investissement financier. Le chantier de la cathédrale de Lausanne pour le portail a duré 40 ans de restauration. Donc imaginez, alors il y a des phases plus ou moins rapides dans ces travaux très précautionneux, mais 40 ans sur un même portail sculpté, vous imaginez l'intérêt autour de cet élément précis.
historique, artistique, scientifique. Hein. La restauration qui était faite là était très très complexe, mais une restauration exemplaire au niveau européen. Et puis à la Chaux-de-Fonds aussi, une restauration d'une maison des années 10. C'est pas une évidence qu'on restaure une maison de cette époque-là. Au début du XXe siècle, ça paraît pas très loin. Et en fait, là, on a fait le travail de fond en comble. On a restitué la maison dans son état d'origine avec des indices scientifiques également. Donc on voit à quel point, tout à coup, après ces destructions massives des Contes glorieuses, il y a un intérêt massif envers le patrimoine. L'un crée l'autre, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors actuellement, où est-ce qu'on est? Comment est-ce qu'on perçoit cet héritage, justement, qui est là? Vous avez qu'à deux postures. À gauche, vous avez la bibliothèque de Lucerne de 1951, restaurée tout récemment. J'ai eu la chance de la visiter à la fin de la restauration. Vous entrez dans la bibliothèque, elle est comme en 1951. Rien n'a bougé. On voyage dans le temps, le linoléum, les portes, l'horloge. Bon, les livres sont plus récents par chance, mais la bibliothèque n'a pas changé. C'est la bibliothèque d'origine restituée ou restaurée, conservée dans l'état d'origine. Donc il y a ici on fige quelque chose, quasiment. En tout cas, le bâtiment étant si bien conservé qu'on a envie de ne rien toucher. Et puis à l'inverse, à Turin, en château de Rivoli, exemple assez célèbre d'un château non terminé à l'époque de l'Ancien Régime, restauré dans les 70-80 par un architecte très célèbre, Andrea Bruno, lui va jouer avec le matériau historique pour dire « Ah, l'histoire n'est pas finie, on ajoute une couche en fait. Je joue avec l'histoire. » Et quand vous voyez ce château, on voit autant, si ce n'est plus, la restauration, ces ponts métalliques, ces verres réfléchissants, ces grands escaliers, hein, tout ce qui a été ajouté, la charpente aussi, tout ce qui est ajouté par Andrea Bruno est beaucoup plus lisible en fait que le château ancien. Ça pose des questions intéressantes. D'un côté, une posture extrêmement précautionneuse, conservatrice, dans le sens architectural du terme, hein, et puis l'autre, très interventionniste. On est actuellement dans cette différence-là. Les deux voies existent, et puis je vous montre cette phrase de Andrea Bruno qui définit sa restauration et qui dit justement qu'on ne va pas faire de falsification, on ne va pas falsifier le monument, on doit le compléter en respectant l'architecture. Alors évidemment, ce genre de phrase laisse à réfléchir, puisque chacun va l'interpréter à sa manière. Donc la façon de Bruno est plutôt... Il complète avec pas mal d'énergie, disons ça comme ça. C'est une restauration qui a été un modèle pendant assez longtemps et qui maintenant fait partie de l'histoire des restaurations. On ne ferait peut-être plus comme ça maintenant. Puis actuellement, la tendance est à une forme d'aplatissement à nouveau des références. Le patrimoine, on parle ensuite de Baukultur, de culture du bâti en français, le terme ne prend pas beaucoup. C'est la Confédération qui a imposé ce terme, cette façon de voir les choses. Que ce soit de l'architecture ancienne ou moderne, tout est un peu au même niveau en fait, tout doit cohabiter. Alors je vous montre la Sulzer Areal à Winterthur, une zone industrielle qui a été réhabilitée en logement et différentes activités. On voit ici, vous voyez assez bien ce qui est neuf et ce qui est ancien, j'imagine. Hein. Mais tout ça se mélange et le passé et le présent seront légués comme héritage au suivant. Mais l'héritage est quand même passablement modifié. La fonction industrielle a disparu, que faire des usines, ça pose plein de questions évidemment. Mais néanmoins, on retrouve cet aplatissement du temps. Ancien ou récent, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on a sous les yeux. Et on retrouve une posture assez différente de celle des années 70-80, avec cette passion pour le passé. Ici, le passé devient un peu moins intéressant, on a l'impression. C'est plus le présent et ce qu'on fait du passé actuellement qui intéresse les promoteurs de ce genre de réalisation. Pour résumer, on est dans un cercle ni vicieux ni vertueux, c'est un de cercle, avec, si on reprend comme début, la destruction volontaire ou non de l'héritage. Il y a des phases où on détruit beaucoup de bâtiments historiques pour des raisons diverses, une révolution, les guerres, ça peut être toutes sortes de périodes. Alors j'ai essayé de faire une liste de ces périodes, mais elles sont nombreuses malheureusement. Voici les principales périodes qu'on peut lister comme étant des périodes de destruction massive de monuments. La Révolution française, la fin du 19e siècle avec toutes les phases de reconstruction des villes. Lausanne est un très bon exemple de ça. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, moins en Suisse évidemment qu'en Allemagne, en France, en Belgique, et des pays qui ont beaucoup souffert, la Suisse par chance moins. Les 30 glorieuses, qui comme je vous l'ai dit, ne sont pas très glorieuses de ce point de vue-là. Et puis le début du siècle actuel, qui est les secondes, j'espère pas 30, mais 20 glorieuses. On espère que ça va s'arrêter. Mais on a vraiment le sentiment qu'actuellement, on est reparti dans une démarche pas très conservatrice. Ça engendre par conséquent un sentiment de perte. Un sentiment de perte est assez dangereux intellectuellement parce qu'il induit de la nostalgie, ça peut aller du romantisme. Le romantisme, c'est beau, mais c'est pas très concret.
ça n'amène pas à des solutions très, très, très concrètes. Ça peut amener à du passéisme, et là aussi, le passéisme n'est pas un bon argument pour conserver le patrimoine. C'était mieux avant, on sera plus jamais avant. Enfin, a priori, on ne va pas reculer dans le temps, donc il faut plutôt se dire que c'est bien maintenant, enfin, quoique aujourd'hui, j'ai un peu de peine, j'en doute un petit peu, mais c'est une autre question. C'est pas mal maintenant, et puis après, ce sera peut-être mieux, et du coup, c'est plutôt ça qu'il faut viser. Mais le passéisme est évidemment impliqué par la perte. Aussi l'inventaire, quand on perd les choses, il faut qu'on sache ce qu'on a, on fait de l'inventaire. Hein. Ça m'intéresse moi comme scientifique. Tout à coup, on dit il y a de moins en moins, donc il faut qu'on fixe ce qui existe encore pour voir ce qu'on conserve. Et puis, ça implique le tourisme. C'est intéressant de voir que le tourisme apparaît au moment où les monuments disparaissent. Moins il y a de monuments, plus on va les visiter. Donc il y a un apport économique aussi qui se crée implicitement peu à peu là autour. Ça implique tous ces éléments conjugués, une revalorisation de l'héritage. Et puis, comme on l'a vu, on a inventé dans ce cadre-là l'invention du concept de monument historique, la naissance de la conservation, de la restauration des monuments. En conséquence, ces bâtiments détruits ou endommagés, qu'on trouve très beaux, qui nous rappellent le passé, on va les entretenir et les restaurer. On peut aussi, en lien avec ça, développer des sciences naturelles et humaines en lien avec le patrimoine bâti. Restaurer un monument et l'étudier, j'en suis la preuve vivante, ça ne tombe pas du ciel, hein, il faut être formé pour ça. Il y a des scientifiques qui travaillent sur le patrimoine bâti. Ça a créé donc un champ scientifique. En l'occurrence, le poste que j'occupe a été créé en 72. Ça fait 50 ans qu'à Lausanne, on enseigne cette discipline-là, et c'est pas un hasard si ce poste a été créé en 72, en pleine Trente Glorieuses, au moment où les monuments disparaissaient. C'est là qu'on les a étudiés à nouveau, hein, vous comprenez le principe. Et ça crée aussi, par conséquent, cet élargissement du champ patrimonial. À force d'étudier le patrimoine, il y a un moment où les choses essentielles ont été étudiées, on s'intéresse à d'autres choses, et du coup, on élargit l'intérêt à d'autres monuments peu à peu. Et puis, dernière phase, c'est un sentiment de trop-plein, à force de trop s'intéresser au patrimoine, selon certains. On a inventé le terme tout patrimoine, tout est protégé. Alors, je vais vous prouver après que ce n'est pas vraiment le cas. Et aussi, un grand savant, que Nicolas Meyer et moi apprécions beaucoup, Alois Riegel, historien de l'art, qui a écrit en 1900 un texte fondamental sur la perception du patrimoine et ses valeurs, le Kunstwollen, difficile à traduire en français, mais en gros, c'est le besoin d'art, la volonté d'art. Hein. Il y a des périodes qui sont très créatives, très créatrices, très tournées vers l'art contemporain, à la création contemporaine, et d'autres qui le sont moins. Actuellement, vous le savez, on est fasciné par l'art contemporain. On aime la création actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas, ou c'est parfois moins le cas. Et puis, aussi le présentisme, hein. Une société qui est souvent incapable de se projeter ni en avant ni en arrière, qui dit que c'est maintenant qu'il faut vivre, et le passé fait partie des choses qui ne sont pas très pertinentes pour vivre le présent. Tout ça, quand même, et je l'ai un peu réalisé au moment où je préparais cette conférence, se fixe dans une époque, dans un âge important, c'est l'Anthropocène. Cette époque où l'humain a laissé une telle empreinte sur le monde que le monde est en train de changer. Ça apparaît sous la révolution industrielle, vers 1830, et c'est au moment où le monde est tellement utilisé, employé, presque abusé par l'humain, que ces sentiments apparaissent là. Auparavant, les monuments historiques ne sont pas conceptualisés, hein, et c'est au moment où la planète commence à être, vous savez, aspirée de tous les côtés pour des besoins capitalistes, que tout à coup, il y a une conscience du passé qui change fondamentalement. Donc, tout ce que je vous raconte là, ce n'est pas le Moyen-Âge, ce n'est pas l'Antiquité, le rapport au passé est très différent à ces époques-là. C'est vraiment lié à cet âge dans lequel nous vivons, qui est donc l'Anthropocène. Je reviens au fardeau. Le patrimoine bâti est un fardeau. Alors, vous connaissez déjà la réponse, évidemment non. Mais je vais quand même vous donner quelques éléments de réflexion. La cathédrale de Lausanne, elle est toujours en chantier. Hein, c'est un gros classique. Alors, cette année, oui. L'année prochaine, il n'y aura pas d'échafaudage. Alors, faites des photos l'année prochaine. C'est le 750e anniversaire de la consécration, ce qui ne correspond pas à grand-chose du point de vue patrimonial, mais du point de vue historique, oui. Il n'y aura pas d'échafaudage pendant une année. Donc, les derniers échafaudages sont en train de démonter maintenant. Une année sans échafaudage, on pourra dire que pour une fois, elle n'a pas été toujours en chantier. Ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, on a le sentiment que c'est jamais fini. Non, ça ne sera jamais fini. C'est un immense bâtiment et forcément très ancien. Il a bientôt 900 ans. Forcément que ça appelle des soins constants. Et puis, un autre exemple, Château d'Hauteville, restauré récemment, racheté par l'université américaine. La famille qui le possédait a dû le vendre. Imaginez restaurer un bâtiment comme ça aux normes actuelles, avec l'électricité, le wifi, etc. Ça coûte des fortunes colossales. Je ne dirais pas le chiffre, mais c'est colossal. Qui peut se payer ça?
Évidemment, posséder un héritage pareil, c'est contraignant. Et la famille en question, qui avait le château depuis 2 siècles, a dû s'en séparer. Donc il n'y a plus les moyens de retenir, et aussi, les héritiers ne voulaient pas de cet héritage. Donc tout à coup, la famille a dit, bon, ben, on va vendre l'héritage potentiel, et l'héritage sera de l'argent, et pas un patrimoine bâti qui coûte cher à entretenir. Et donc d'autres se sont emparés de cet héritage pour en faire autre chose, en l'occurrence une université américaine. Alors, fardeau, oui, ça coûte cher de restaurer le patrimoine, mais je vous montre un exemple très concret. Une cuisine dans un château, enfin, un salon devenu cuisine dans un château fribourgeois, avec des peintures de 1730, ou une cuisine dans un appartement lausannois. Si je devais choisir entre les deux, et payer un peu plus pour les deux, bon, vous imaginez bien où j'habiterais. Donc là aussi, il y a quelque chose en plus lié au patrimoine. Certes, c'est un fardeau, peut-être ça coûte plus cher, mais vous avez une plus-value esthétique, historique, quelque chose de poétique peut-être même, hein, osons le mot, que rien d'autre ne va remplacer. Et donc là, oui, ça coûte peut-être plus cher à entretenir, à restaurer, c'est plus grand, etc., mais peut-être que ça amène autre chose. Cette autre chose-là n'est pas quantifiable, évidemment, de manière très concrète. Alors, je me suis un petit peu intéressé aux chiffres, et tout récemment, dans le cadre d'un colloque portant sur les matériaux, qu'on a organisé toujours avec Nicolas Meyer ici présent, on s'est intéressé à des questions très diverses, et le conservateur des monuments du canton de Fribourg a donné ces chiffres. Pour le canton de Fribourg a un canton très riche au patrimoine bâti, canton catholique, avec une forte tradition de construction, bâtiments ruraux, bâtiments religieux, etc. 4,78% du bâti est sous protection. Donc ça veut dire que 93, je trompe devant vous, ouais, à peu près 95% du patrimoine n'est pas protégé. On entend souvent l'expression « Ah, on met les villes sous cloche. Ah, tout est protégé, on ne peut pas planter un clou. » Bon, on peut planter beaucoup de clous. Hein. Il y a 183 054 bâtiments assurés et 8 757 protégés. Ça veut dire que dans 178 000 bâtiments, on peut planter des clous. Hein. Donc quand même, là, ça relativise pas mal cette vision des choses. Et puis vous voyez que beaucoup de bâtiments protégés sont dans le canton de Fribourg des bâtiments ruraux, qui sont plus étonnamment exploités, ce qui pose des problèmes. Que faire de ces bâtiments, ces fermes, dont les normes actuelles ne permettent plus d'exploiter. Des bâtiments sacrés dans des églises en particulier, des châteaux, des habitations, et c'est là qu'il y a plus de tension dans les bâtiments dans lesquels on habite, évidemment. Mais vous voyez quand même que c'est 3000 bâtiments sur 183 000. Donc ça reste une toute petite proportion. Les 3000 personnes qui possèdent ces bâtiments se plaignent beaucoup et disent que tout est sous cloche. En revanche, tous les autres propriétaires de bâtiments ne disent rien, forcément. Mais on les entend beaucoup. Alors, j'ai fait un petit test avec la ville de Lausanne. C'est ici. On a beaucoup d'outils maintenant en ligne qui permettent de percevoir le patrimoine sur des cartes, ce qui est très utile pour se faire un peu des idées. Voici la ville de Lausanne sur le site, le guichet cartographique du canton de Vaud, avec la mise en évidence de tous les bâtiments qui ont été recensés, c'est-à-dire inventoriés. Quand j'étais jeune et que je n'étais pas en université, enfin, j'ai fini mes études, j'ai fait de l'inventaire. On allait avec des collègues, on en a deux, une fiche, un papier, on remplissait dans chaque bâtiment et on évaluait l'intérieur du bâtiment. Est-il intéressant, bien conservé, de quoi il date, etc. Une commission siège ensuite, on mettait des notes au bâtiment. Ces notes sont celles-ci, de 1 à 7, d'intérêt national à sans intérêt. J'ai mis sur d'évidence toutes les notes, et plus la couleur est chaude, plus le bâtiment est important. Donc on a le sentiment que la ville de Lausanne est sous cloche. Mais c'est les bâtiments inventoriés. Les bâtiments où on allait, en tant qu'historien d'architecture, on a dit « Ah oui, pas mal », on soumet une commission qui met une note. Ça, c'est les bâtiments qu'on a vus. Vous remarquez qu'on n'a pas vu tous les bâtiments. Les bâtiments qu'on a estimés sans intérêt, si on retournait maintenant, c'était dans les années 90 qu'on a fait ça avec d'autres collègues, 30 ans plus tard, on verrait d'autres bâtiments sans aucun. Alors ça, c'est ce qu'on a vu et qu'on a estimé être intéressant globalement. Ici, je mets en évidence les notes des bâtiments qui pourraient être classés monuments historiques et donc protégés, mis sous cloche. Notes 1 et 2, d'intérêt national en rouge, régional en rose. C'est déjà beaucoup moins de bâtiments. La ville n'est pas mise sous cloche. Hein. Certaines parties oui, d'autres beaucoup moins. On va Saint-François, la cité en particulier, et encore la cité pas tant que ça. Il y a des points rouges intéressants. Mais les bâtiments qui sont effectivement protégés actuellement au rang des monuments historiques à Lausanne, c'est cela. Donc dire la ville est mise sous cloche, on ne peut plus planter un clou,
pas exactement. Et puis je vais vous montrer quelques-uns des bâtiments dans lesquels on ne peut pas planter de clous. Un peu intuitivement, on se rend bien compte que c'est des bâtiments importants et intéressants. Les bâtiments que vous connaissez toutes et tous, c'est les grands bâtiments de la ville qui marquent la ville. Et vous pouvez être conscient qu'effectivement, ces bâtiments ont une importance culturelle, artistique, symbolique, majeure. Et on ne va pas faire n'importe quoi dans ces bâtiments. Donc il n'y a pas beaucoup de surprises. En fait, les bâtiments classés à Lausanne, j'ai cherché une exception pour mon discours et je ne l'ai pas trouvé en fait. Les bâtiments classés sont des grands bâtiments, des grands monuments, anciens souvent, que tout le monde perçoit comme intéressant a priori. Si on a un petit peu de culture, on se dit ah oui, c'est des bâtiments qui comptent. Alors imaginons un martien qui arrive, une martienne qui arrive à Lausanne, et on lui dit regarde les monuments historiques. Qu'est-ce qu'il comprend de notre monde, hein? C'est ça qui est intéressant, c'est quand même censé représenter un peu notre culture. Il va se rendre compte qu'à une époque donnée, on était pieux, on priait. On prie encore, mais moins qu'avant. On a construit des églises importantes, en l'occurrence ici. On se rend compte aussi qu'on est dans une démocratie, un système avec des bâtiments gouvernementaux, parlementaires, un tribunal aussi. Donc on a un système où l'architecture véhicule un mode politique de gérer l'État. Hein, l'État se transcrit dans l'architecture. Donc le martien, la martienne dira ok, c'est une démocratie a priori. Cette personne va aussi se rendre compte qu'on nous éduque. L'école, l'académie ancêtre de l'université, construite en 1587, donc ça fait quand même un bon moment qu'on nous apprend des choses intéressantes. Et à côté, l'actuelle gymnasiacité qui était un hôpital. Depuis 1770, on soigne à Lausanne. Alors, évidemment, la médecine du XVIIIe siècle n'est pas la nôtre, hein, mais néanmoins, il y a un soin apporté aux personnes transcrit dans l'architecture. Donc le martien, la martienne va se dire, ah, c'est pas mal, hein, quand même. Et puis, dernière partie, les bâtiments conçus par des propriétaires privés, l'architecture est le véhicule de l'expression d'une réussite sociale. Dans la maison de gauche, Morpeau, un banquier qui revient au pays, qui construit une grande maison pour son plaisir, mais aussi pour affirmer son pouvoir pécuniaire. Et la Tour Bel-Air, une œuvre de promotion immobilière, mais qui est là pour dire que la ville est moderne, et c'est un bâtiment conçu par une société privée. Donc le martien, la martienne va se dire, ah tiens, les terriens, les terriennes, ils ont de l'ambition, hein. Quand ils ont de l'argent et un peu d'ambition, ils font des bâtiments qui marquent le paysage. Mais cette personne, atterrissant sur la Terre, il y a plein de choses qu'elle ne va pas comprendre. Et une troisième image vraiment au hasard, hein, c'est vraiment pour diversifier un peu le propos. Elle ne saura pas qu'elle habite à Ouvrier à Lausanne, donc il y a un tissu ouvrier, des gens pauvres qui n'ont pas des grandes maisons comme Morpeau, des gens qui habitent dans des habitations normées, comme la cité de Prélat par exemple. Elle ne saura pas qu'il y a du tourisme à Lausanne avec des palaces. C'est important le tourisme à Lausanne depuis 150 ans. Aucun hôtel n'est classé monument historique. Et puis l'entrepôt fédéral, qui rappelle au flon le passé industriel de la ville aussi, le martien, la martienne ne saura pas à quel point Lausanne a joué un rôle fondamental dans le transport de marchandises en Suisse romande. Donc on voit que les monuments historiques disent une partie de notre culture, une partie intéressante, mais ne disent pas toute notre culture. Donc la mise sous cloche, elle est très partielle, et en termes d'héritage, notre héritage reste, on pourrait dire, assez classique. Hein. Églises, châteaux, palais gouvernementaux, tribunaux, les grands bâtiments de la fonction publique, quelques bâtiments privés, mais des bâtiments plus modestes qui font plus partie du patrimoine bâti que des monuments historiques, vous l'aurez compris, sont pour l'instant inventoriés, mais ne sont pas encore classés. Ça veut dire qu'on pourrait les raser potentiellement, sans que personne ne dise rien. Enfin, des gens diront quelque chose, mais on pourrait les raser. Et donc le martien, la martienne qui viendra sur Terre dans 100 ans, peut-être ne saura rien de tout ça. Par contre, il sera toujours compris, on éduque, etc. etc. Donc c'est une vision quand même assez tronquée qu'on va léguer pour l'instant. J'en viens à un point plus contemporain de ces questions d'héritage. Le plus grand ennemi du patrimoine actuellement, et vous avez compris que le patrimoine joue sur le long terme, le plus grand ennemi du patrimoine, c'est la durabilité. C'est un peu le paradoxe. Il y a des grands débats actuellement un peu partout en Suisse entre les tenants du monument historique et les tenants de l'énergie, pour le dire vite, qui s'intéressent aux conditions climatériques et à l'isolation des bâtiments en particulier, pour les rendre moins énergivores. Et les monuments historiques posent beaucoup de problèmes parce qu'évidemment, un bâtiment comme la maison de Fribourg du XIVe siècle n'a pas été pensé pour être une énergie plus, évidemment. C'est une conception qui n'existe pas, les normes n'existaient pas.
Et puis tout récemment, le canton de Vaud a fait un projet pilote tout à fait intéressant, mais qui pose des questions assez perturbantes, disons. Le canton, la ville de Moudon, ont créé un plan pour un plan solaire, ou mettre des panneaux solaires sur les toits de la vieille ville, et des plus belles villes de Suisse protégées en grande partie, ou mettre les panneaux solaires pour qu'on ne les voit pas trop. Alors, l'initiative, on la comprend, les propriétaires vont à la commune, disent « ah, j'aimerais un panneau solaire », la commune dit « c'est compliqué, votre maison est protégée », demande au canton, chaque jour un dossier arrive, tout le monde est fatigué, on ne sait pas où les mettre, donc on fait une règle générale. Le principe est très clair. Le problème, c'est que Moudon, je vous montre ici une carte de l'ISOS, c'est l'inventaire suisse des paysages protégés. Tout ce qui est en rouge, c'est la vieille ville de Moudon. Les zones d'autres couleurs, on le voit ici. La zone A, c'est la plus protégée, B, C, et les autres sont moins protégés. En fait, la zone, on va proposer de poser des panneaux solaires, c'est la zone en rouge, la zone A la plus protégée. Et donc, ça complexifie les choses parce que c'est une topographie compliquée. Vous avez ici le Moudon, le plan qui vous montre ces couleurs du recensement, les bâtiments, on voit rouge et rose, donc 1 et 2. Moudon est une ville très protégée parce que très importante, la plupart des bâtiments remontent au Moyen-Âge. Hein. Donc c'est une ville qui pourrait être classée au monument historique quasiment intégralement. Vous voyez la photographie, une des photographies de la ville. Difficile de cacher les panneaux solaires. Hein. C'est vraiment une topographie assez complexe. Et donc, on va inventer des systèmes très compliqués. Des fiches ici, avec des points de vue, avec comment poser les panneaux, en haut, en bas, sur le côté, etc. Donc, un guide très complexe. Hein. Ça fait plus d'une vingtaine de pages pour poser ces panneaux solaires au bon endroit. Alors, c'est intéressant. Ça répond à des besoins très concrets. Ce qui est un peu perturbant quand même, là j'ai un peu décalé la carte vers le sud de Moudon. Ce que personne n'a cherché à faire, c'est la carte des endroits à Moudon de la partie non protégée. Vous avez quand même ici l'un des plus grands toits plats du canton. Toute la zone non protégée, non historique, qui a des toits plats gigantesques. Et peut-être que c'est là qu'il faudrait poser d'abord les panneaux solaires plutôt que dans la partie historique. Et là, on a affaire à un des grands problèmes actuellement, c'est que la production solaire est souvent individualisée. Chacun veut faire quelque chose pour sauver la planète. Poser un panneau solaire, c'est l'une des options les plus pratiques lorsqu'on est propriétaire. Mais il est très difficile en Suisse, voire impossible, de mutualiser la production solaire. Et donc, vous voyez, si on pouvait mutualiser, on pourrait dire que ce grand entrepôt ici, la commune loue le toit pour mettre des panneaux solaires pour des dizaines, voire centaines de personnes. On évite la question des panneaux solaires sur les bâtiments historiques, qui implique des modifications de charpente, la perte de tuiles historiques, des points de vue qui seront peut-être dégradés. Et on sait que les panneaux solaires n'ont pas une durée de vie très longue, il faut les remplacer. Donc ça pose des questions aussi sur lesquelles je vais revenir. Et toute la zone non historique n'a pas été traitée par le plan. Ce n'est que la partie historique qui a été traitée. On a un peu le sentiment que la question a été posée à l'envers. Fribourg, toujours, j'ai ces chiffres très précieux que je vous remontre. 1,5% des zones à bâtir à Fribourg sont interdites de panneaux solaires. Donc, c'est les parties classées monument historique. 1,5%. Et là aussi, il faudrait peut-être chercher à poser des panneaux solaires sur l'entier. Enfin, quasiment 100%, moins 1,5%. La plupart des zones sont sans aucun problème. Et on cherche absolument à poser des panneaux solaires là, le petit pourcent où il faudrait vraiment pas en mettre pour toutes sortes de raisons. Il faut poser les questions fardeau, oui. Peut-être que le fardeau, il n'est pas forcément là où on pense. Et puis, les panneaux solaires, pour l'instant, leur recyclage n'est pas vraiment maîtrisé. Que ferons-nous des panneaux solaires? On en pose maintenant à l'appel. Hein. On n'en fabrique pas assez, on n'a pas assez de techniciens. Donc on pose des milliers, des millions de panneaux solaires chaque année en Suisse. Ils vont tous être obsolètes au même moment dans 20-30 ans. Que fera-t-on des panneaux solaires? Alors j'ai lu un article ce matin en préparant la conférence. C'est par les éléments, certains sont récupérés, d'autres sont broyés, etc. Mais à quelle échelle, hein? Et puis quand on broie, qu'est-ce qu'on fait après avec ces matériaux? Pour l'instant, c'est pas clair du tout. Et puis il y a les panneaux solaires, mais il y a plein d'autres éléments dont on pourrait parler. Sur les façades, on met toutes sortes de systèmes pour doubler les façades. Les fenêtres en PVC, par exemple. Comment recycler du PVC? Comment recycler tous ces éléments de doublage de façade? À vrai dire, personne ne le sait encore. Dans 30 ou 40 ans, on aura des centaines, des milliers de bâtiments dont les matériaux de ce type-là devront être recyclés.
Les bâtiments historiques, eux, ont une longévité de 2, 3, 4, 500 ans. Ils ne posent aucun de ces problèmes-là. En deux exemples ici. La charpente de la tour sud de la cathédrale de Lausanne, une exception, mais quand même, c'est une tour très en hauteur. Les analyses d'ordre chronologique qui ont été faites lors de la restauration il y a quelques années ont montré que les bois ont été abattus, grâce à l'ordre chronologie, c'est très précis, automne-hiver 1248 et jusqu'à l'automne-hiver 1252. On a une charpente du milieu du XIIIe siècle qui a été préservée. On a remis des tuiles. Une partie des tuiles sur la tour est encore médiévale. Donc ce toit n'a pas bougé depuis 700 ans. Donc le matériau dure bien, plus que les panneaux solaires sans doute. Et puis à droite, une des plus anciennes maisons de Suisse, voire d'Europe, une maison à Steinen, c'est un peu paradoxal que l'endroit s'appelle Steinen pour une maison en bois, mais c'est une question. Une maison en bois la plus ancienne de Suisse ou d'Europe, construite aussi à l'analyse d'ordre chronologique à l'appui, 20 300. C'est grosso modo à Schwytz une des maisons construites à l'époque de Guillaume Tell, qui n'a pas existé, on le sait, mais quand même, c'est une maison qui remonte à Guillaume Tell. Alors, elle pose un problème, les plafonds sont à 1,60 m. Donc évidemment, l'humain a tendance à grandir avec le temps, donc elle n'est pas facilement habitable et donc ça pose un problème de réhabilitation. La maison existe, mais qu'en faire avec des plafonds qui permettent difficilement une utilisation par des personnes normales actuellement. Je termine par les richesses, mais j'ai déjà un peu amorcé cette partie-là, la partie précédente, je pense. Qu'est-ce que le patrimoine nous apprend? Alors, je prends quelques exemples assez subjectifs qui me plaisent évidemment, mais pour vous montrer tout ce que le patrimoine peut nous apprendre. Ici, la tour du château de Chillon. Vous connaissez Chillon, ce château très, très célèbre de l'Europe entière. La tour maîtresse, ou donjon si vous préférez, construite au XIe siècle, ou d'après ce qu'on m'a dit, il y a des analyses en cours actuellement, carbone 14, peut-être même Xe siècle. Donc cette tour pourrait avoir 1000 ans. Ça, c'est avant et après la restauration du XXe siècle. Le restaurateur Albert Neff, archéologue cantonal, a mis en évidence, une édition rouge, des éléments sous la tour qui montrent deux surélévations de la tour à différentes époques et l'ancienne porte qu'il a débouchée en l'occurrence, d'autres fenêtres ont été bouchées, des fenêtres plus récentes ont été bouchées. Le bâtiment est son propre livre d'histoire. Si vous savez lire une façade, si vous êtes archéologue du bâti, vous pouvez lire le bâtiment. Le bâtiment est une source historique. Chaque trace, les matériaux, la forme, chaque trace est un indice pour comprendre le passé. Donc, si vous crépissez cette tour au béton ou si vous remplacez la moitié des pierres, vous perdez des indices importants. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques décennies, l'ordre chronologique que je citais, donc l'analyse des cernes du bois, la méthode de carbone 14 qui est revenue très vite, permet de dater maintenant les bâtiments avec beaucoup de précision. Enfin, imagine-t-on, dans 20 ans, on dira peut-être l'inverse, parce que ça sera encore différent. Mais la science, les sciences dures, nous permettent d'avancer dans l'étude historique des bâtiments. Et tout à coup, chaque morceau de bois de cette tour prend une importance fondamentale. Dater cette charpente, la charpente lausannoise, avec des poutres du XIIIe siècle, il y a 100 ans, on ne l'aurait pas fait, maintenant on peut dater à la saison près. Donc tout à coup, on a une sorte d'assurance, ce qui est assez rassurant pour un historien quand même, une assurance historique très forte. On n'est pas dans l'hypothèse, on est dans une forme de réalité que le monument porte en lui-même et qu'il faut préserver. Autre richesse, alors ici je vous montre un bâtiment dont les richesses sont infinies, la cathédrale de Fribourg, une église paroissiale, une collégiale, une cathédrale il y a 100 ans, construite en 2 phases, un bâtiment qui vous donne à voir une histoire du catholicisme sur un millénaire, un peu de choses près. Si vous savez regarder ce bâtiment, si vous êtes le martien et la martienne qui débarquent et vous savez un peu lire ça, vous apprenez plein de choses. Et puis, cette architecture, ce patrimoine bâti, porte avec lui toutes sortes d'autres éléments. Par exemple, cette chapelle ici, qui est une chapelle du XVIIIe siècle, mais qui copie une chapelle du XVIe siècle. Donc, dans le bâtiment même, on s'est inspiré des parties plus anciennes pour la continuer, pour ne pas faire tâche. Donc, il y a une sorte de respect du monument lui-même, déjà. Un intérêt des utilisateurs du bâtiment pour le bâtiment. Intéressant. Une conscience historique déjà au XVIIIe siècle. De la peinture. On a orné l'église de peinture religieuse à la contre-réforme pour raviver un sentiment chrétien qui était un petit peu mis à mal par les protestants. Et puis vous avez ces boiseries néogothiques dans le chœur, fin XVIIIe siècle, donc avant tous les événements que j'ai racontés. On s'intéresse déjà au Moyen-Âge. C'est un phénomène connu en littérature et ailleurs, mais tout à coup, ces boiseries d'un charpentier italien montrent qu'avant la Révolution française et la Révolution suisse, en Suisse, on s'intéresse déjà au style gothique.
Donc tout à coup, on se rend compte qu'il y a déjà un sens de l'histoire très lisible dans ce bâtiment. Au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on s'intéressait déjà à des messages anciens, à des messages récents, ajoutés au bâtiment historique. Et autres éléments qui font partie d'autres visions, un orgue, si vous êtes musicien ou vous intéressez aux questions techniques, cet orgue est fondamental pour vous. Donc, tout à coup, dans l'église, il y a des éléments mobiliers ou immobiliers par destination fondamentaux, et puis des vitraux, les fameux vitraux de Mayhofer, un artiste polonais. Tout à coup, vous avez de la création artistique Art Nouveau en 1900 dans l'église. Dans un seul bâtiment, vous avez 800 ans d'art. Toutes ces formes, c'est moins synesthésique, c'est la vue, j'étais récemment l'odeur, l'encens, après la messe en l'occurrence, c'est la musique, c'est la vue, c'est la vision, l'art, l'architecture, la perception en 3 dimensions, en 4 dimensions. Vous avez vraiment un rapport au patrimoine extrêmement riche qu'aucun autre type d'architecture peut à ce point-là fournir, évidemment. D'autres éléments qui nous intéressent beaucoup, Nicolas Meyer, on travaille beaucoup sur ces questions-là récemment, c'est la question des matériaux. Le patrimoine met en évidence des matériaux totalement inattendus et qui, dans le contexte actuel où la question de la construction et de la pollution engendrée par la construction est fondamentale, je vous montre à gauche le gisant de Othon de Granson, chevalier enterré à la cathédrale de Lausanne. Ce monsieur a fait faire son tombeau vers 1300 sans doute. Ce tombeau est conçu en marbre de Carrare. Donc, imaginez un chevalier vaudois qui, en fin de vie, vers 1300, dit « Ah, j'ai un beau tombeau ». Il était connétable du roi de France, du roi d'Angleterre, du pape, donc il a une fortune colossale et une carrière aussi colossale. Il se paye un monument en marbre de Carrare. On a fait venir de Carrare un bloc de marbre de 2 mètres sur 1 sur 50 cm à la fin du XIIIe siècle. Je ne sais pas comment. Alors, sans doute par les voies fluviales. Il y a bien un moment, on a dû monter ce bloc jusqu'à la cathédrale de Lausanne. Donc imaginez, le matériau en soi porte une valeur symbolique. Et ce monument est toujours là, un peu brisé, les mains ont disparu, le visage est un peu usé. Mais quand même, il y a une valeur liée à la matérialité de la pierre, une pierre antique très, très réputée, qui était restée au marbre blanc, qui était restée à la mode. Mais quand même, on a amené un bloc depuis la Toscane jusqu'à Lausanne pour un monument que le monsieur verra sans doute jamais, puisqu'il est mort. Ouais, il meurt sans doute après l'avoir fait, mais bon, quand même. Et puis 2 bâtiments dans la région de Genève, à Vendeuvre et puis en Isère voisine, des bâtiments en pisé, de la terre tassée. On oublie complètement que dans la région, on a utilisé, on pense à des bâtiments en pierre, en bois, en béton évidemment, mais il y avait une multitude de types de construction jusqu'à l'industrialisation qui ont complètement disparu et qui sont des techniques qui sont en train de revenir un petit peu au goût du jour maintenant pour toutes sortes de raisons. Donc voici 2 bâtiments, donc la mairie de Vendeuvre, qui est l'ancienne maison de Nicée, une maison du XVIIIe siècle réalisée en pisé. Personne ne peut le savoir. La maison est crépie, il y a un enduit, une maison régulière, c'est la mairie maintenant, une mairie en pisé à Genève. On se dit, ah tiens, le passé peut nous apprendre beaucoup de choses, on nous rappelait beaucoup de choses, Monet, ce souvenir, on le voit très bien ici. Et puis alors là, patrimoine plutôt immatériel, le patrimoine nous enseigne aussi les techniques de construction. Alors là, les tavillons, les fameuses petites tuiles en bois, typique du Pays d'En en particulier, la tuile vaudoise aussi, qui est la tuile faite à partir d'argile locale. Durant des centaines d'années, on a produit ces matériaux ici, on les a posés, ça a disparu récemment. Le tavillon a été sauvé in extremis par un classement au patrimoine immatériel, donc ça entretient une tradition, mais qui du coup, maintenant est à nouveau vivante et on refait des plans de tavillon et plus qu'avant. La tuile vaudoise, c'est moins clair pour l'instant. Mais tout à coup, on se rappelle qu'il y avait d'autres façons de produire des matériaux ou de travailler des matériaux encore assez récemment. Il y a une amnésie très rapide des 30 Glorieuses qui a tout unifié, la tuile mécanique, les toits en tôle, etc. Et ces traditions-là ont disparu alors qu'elles sont, dans l'esprit actuel, très au bout du jour, puisque très écologiques, mais elles prennent du temps et qu'elles coûtent un peu d'argent, ce qui est peut-être moins à la mode actuellement. Mais néanmoins, on peut se dire qu'il y a quelque chose à rechercher de ce côté-là. Le patrimoine nous apprend aussi d'autres choses. Je vous montre ici notre ville natale, la Chaux-de-Fonds, et puis ce temple. La ville, la Chaux-de-Fonds, mais le patrimoine bâti nous rappelle aussi l'histoire politique, une histoire un peu plus large. Cette ville, avec ce plan qui est maintenant inscrit au patrimoine mondial UNESCO, un plan lié à l'horlogerie, c'est en fait ce qu'on sait pas assez un plan allemand.
c'est la Sonnenstadt d'un docteur qui s'appelle Faust, qui a inventé ce plan en 1828, une ville hygiéniste avec des bâtiments tournés vers le sud, devancés par un jardin dans lequel on habiterait avec une belle vue du soleil, qui serait des bâtiments agréables. La Chaux-de-Fonds fait partie de la principauté de Neuchâtel, qui est à l'époque l'apanage du roi de Prusse. Et donc, la ville de la Chaux-de-Fonds est construite sur des modèles allemands, sans aucun doute. Alors, beaucoup de mes collègues n'y croient pas trop. Il y a un sentiment un peu anti-allemand très fort depuis une certaine guerre, comme vous le savez, qui est en train de disparaître par chance. Et puis, j'ai étudié il y a quelques années ce petit temple qui a fait les premières pages des journaux l'année passée, parce qu'à la tempête du 24 juillet l'année passée, il s'est fait décimer, le pauvre, son toit, sa flèche a disparu. Le temps des éplatures, qui est en fait la copie quasiment conforme d'un plan produit par un architecte du roi à Berlin. Et donc le roi de Prusse envoie des plans dans ses provinces, Silésie, le canton de Neuchâtel, voilà, principauté de Neuchâtel, et donc on réalise des plans prussiens à Neuchâtel. Vous voyez comment le patrimoine nous rappelle une partie de l'histoire qui a un peu été oubliée, que beaucoup n'ont pas tellement envie de voir. Alors moi je suis là pour le rappeler parce que c'est une partie qui m'intéresse en particulier. Et tout à coup, cette ville de la Chaux-de-Fonds, classée au patrimoine mondial, la ville horlogère, etc., est en fait une des plus belles villes allemandes hors d'Allemagne, en fait, hein, pour toutes sortes de raisons. Donc, on voit comment le patrimoine lui-même porte une empreinte. Cette porte-là, qui est un bon exemple, et j'y mets encore un autre détail pour vous convaincre d'être un peu plus, le traité et la réalisation. Laurent Pérou, formé près de Montbenoît, justement, arrive à Neuchâtel avec un livre espagnol de modèle d'architecture. Donc, le parangon de l'architecture neuchâteloise, de la Renaissance neuchâteloise, en fait, un bâtiment d'origine en partie espagnole. Vous voyez ce que le patrimoine peut nous apporter, si on se la regarder, bien sûr. Hein. Tout à coup, ça descend beaucoup le regard. Ce bâtiment, que vers 1900, on a dit être justement le symbole même de l'architecture neuchâteloise locale, est en fait un bâtiment en grande partie d'exportation étrangère. Alors, j'aimerais terminer sur cette question qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'elle est fondamentale dans l'approche que j'ai sur le patrimoine et l'héritage, au sens large du terme. L'architecture nous apprend qu'à toutes les périodes, j'aurais pu commencer à l'époque romaine, à l'époque antique, des artisans, des architectes surtout, sont venus d'ailleurs en Suisse et vice-versa. Dans un monde qui est en train de se refermer, les barrières, sont les frontières, comme vous l'expliquez, sont de plus en plus infranchissables. Ces bâtiments nous montrent exactement l'inverse. Une circulation absolument fantastique d'acteurs, pas tellement d'actrices, pour les raisons que vous expliquez avant, mais d'acteurs, en tout cas du Moyen-Âge. À Lausanne, cette moulure circulaire, c'est juste ça. Ça ici, cette moulure, est la preuve quasiment incontestable que des artisans anglo-saxons, anglo-normands, pardon, ont travaillé sur le chantier de Lausanne. La cathédrale de Lausanne est en partie une œuvre qui vient de la région influencée par la Champagne, mais aussi par le sud de l'Angleterre. Et on sait, par les sources d'archives, que vers 1250, le château du Verdon, par exemple, est construit en partie par des maçons qui vont aller ensuite au Pays de Galles et revenir. Donc il y a des échanges d'artistes et d'artisans au XIIIe siècle entre l'Angleterre et le Pays de Savoie. C'est attesté par les sources. Au XVe siècle, à Estavayer, la tour de défense en briques, comme beaucoup de châteaux de l'époque, est construite par des artisans dont les noms sont assez clairs. Hein. Barbieri, Cilavegna, à Trabucerius, c'est le latin, mais c'est des noms lombards. On les appelle les lombards, on est sourds d'ailleurs. Des Italiens viennent au XVe siècle construire des châteaux ici, ils amènent la production de la brique. C'est eux qui nous rappellent, comme à l'époque romaine, comment on fait de la brique. Et la tuile aussi. Hein. Donc, ici, en l'occurrence, l'un des membres de la famille de Savoie fait venir de Lombardie des artisans italiens pour construire son propre château au XVe siècle. Et ils font des dizaines de châteaux, hein, du flanc, une série de bâtiments. Dans l'autre sens, ça ne marche pas que dans ce sens-là. Hein. La Suisse est aussi exportatrice de savoir. Pour le grand baldaquin de l'église des Chartreux de Lyon, c'est des trois veuvaisans, David III, le troisième du nom, Henri et Jean-Marc Doré, qui sur les plans de l'architecte Servandoni, pas très français non plus comme son nom l'indique, réalisent ce grand baldaquin. Imaginez les trois protestants veuvaisans qui, en 1750, vont à Vevey réaliser en marbre, avec le marbre du Chablais, cet immense baldaquin des Chartreux. Là aussi, au-delà des questions confessionnelles, au-delà des frontières politiques, on appelle des personnes qui ont des compétences métiers pour réaliser cet élément-là. Et puis j'ai mis pour finir le barrage de la Grande Vixence, réalisé au début du XXe siècle, dont 90% de la main-d'œuvre était italienne. Donc, je pense que c'est important de rappeler que le patrimoine est aussi là pour nous rappeler
justement ce monde mixte, hein, un monde en mouvement, où les personnes qui construisent viennent, apprennent des expériences et qui rappellent peut-être plus que les archives parfois à quel point la circulation était importante jusqu'à il y a très très peu de temps. Alors, on pourrait dire que le patrimoine, c'est un témoignage quotidien à ces exemples-là de l'échange, de l'immigration, de l'apport, mais aussi de l'acceptation de l'autre. Hein. Ces tours en briques qui paraissent très choquantes pour moi, elles sont construites, deviennent tout à coup très intéressantes à ce moment-là. Et la moitié de la Suisse romande se couvre de bâtiments en briques parce que c'est la mode et on se dit, ah oui, c'est un mode de construire adéquat de la région et ça devient tout à coup une mode régionale alors qu'elle est complètement importante. Je termine ici en vous montrant l'équipe avec laquelle je travaille parfois. Enfin, j'ai une vieille photo. Mais pour vous dire que voilà ce que le patrimoine, ici moins bâti, plus mobilier peut amener, c'est, je pense, cet héritage qu'on reçoit, qui peut être encombrant, chargé symboliquement. On l'a vu, on peut le détruire, on peut le refuser, on peut au contraire l'accepter. Les messages sont multiples, on peut lui poser plein de questions. Vous pouvez, vous, à votre échelle individuelle, vous dire ça m'intéresse parce que c'est beau, parce que c'est pas beau, parce que c'est vieux, parce que ça me touche, parce qu'il y a 1000 questions qui se posent, parce que la technique de construction est intéressante, qui peut m'en inspirer. Il y a 1000 choses qu'on apprend des monuments historiques, du patrimoine généralement. Et c'est un héritage qui est peut-être encombrant et qui peut coûter de l'argent et qui peut demander beaucoup d'attention, mais qui apprend beaucoup, énormément en fait sur le passé et qui nous permet aussi, à mon avis, d'agir sur le présent. Je vous remercie de votre attention.